Espace TV, le 22h. De vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Les conseillers de l'ancien Premier ministre Kassory Fofana et trois de ses ministres ne désarment toujours pas. En conférence de presse mercredi, le collectif des avocats des anciens ministres s'est insurgé contre le rejet de la demande de mise en liberté provisoire de ses clients. Vous entendrez Maître Diagne dès le début de ce journal. À Kindia, les teinturières traversent une période de vaches maigres à l'approche de la fête de Ramadan. Contrairement aux années précédentes, les clients se font de plus en plus rares pour l'achat de leurs textiles. Nos reporters Aboubakar Silla est allé à leur rencontre et vous les entendrez dans ce journal. Et puis notre angle de ce soir nous conduira à Dieké dans la région forestière. Là-bas, si rien n'est fait d'ici le 29 de ce mois, plusieurs employés de la Sogipa pourraient se retrouver en chômage. C'est du moins la crainte exprimée sur place. C'est tout pour le sommaire. Je vous le disais à l'instant, le collectif des avocats de la défense de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et les ministres Mohamed Diane et Oye Guilavogui étaient à nouveau devant la presse ce mercredi. Maître Saïdou Diagne et ses collègues dénoncent le rejet de la demande de mise en liberté provisoire de leurs clients et le refus d'invalider le mandat de dépôt du procureur spécial daté du 6 avril 2022. La défense, après avoir interjeté appel de cette décision, dénonce ce qu'elle qualifie de violation récurrente et répétée des droits fondamentaux de ses clients. Suivez Maître Saïdou Diagne au micro de Mohamed Valek Touré et Mohamed Kapelo Silla. Pourquoi est-ce que la justice guinéenne veut le faire convoquer et, comme le demande le procureur, qu'il aille voir le juge d'instruction et que le procureur demande un deuxième mandat de dépôt? Je vous pose la question. Comment une personne poursuivie pour des mêmes faits peut être envoyée en prison 2 fois pour la même chose? Est-ce que dans votre pays, c'est quelque chose qui est acceptable? Le procureur nous a fait un mandat de dépôt depuis le 6 avril, nous sommes en prison. Il a pris un réquisitoire. Comment nous, comme avocats, on ne peut pas accepter notre client, surtout qui est beaucoup plus important que les avocats, parce que c'est lui le citoyen. Je dis toujours la constitution guinéenne, mais la charte de la transition actuellement reprend les garanties fondamentales qui ont été accordées à tous les citoyens guinéens qui ont des droits qui ne sont pas moins importants que les pouvoirs du procureur de la République. Cérémonie de lancement officiel ce mercredi du paiement des nouveaux pensionnés sur toute l'étendue du territoire national. C'est le directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale à travers le gouvernement qui a lancé cette opération à la payerie centrale située dans la commune de Kaloum. La première étape concerne les 5 communes de Conakry et va s'étendre à l'intérieur du pays. Le point, c'est avec Dienebemba Koulibaly et Aliouba. C'est dans le souci d'assurer la couverture sociale des agents de l'État que le président de la transition a ordonné cette opération de paiement des nouveaux pensionnés. Le directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale, Dr Fodé Sissé, donne des raisons qui ont bien motivé ce lancement. La plupart des pensionnés avaient des difficultés de rentrer en possession de leur dû. Deuxièmement, on s'est rendu aussi compte que les pensionnés n'avaient pas d'identifiant factuel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de carte, il n'y avait pas de document qui atteste que oui, voilà le pensionné. Et troisièmement, nous nous sommes rendus compte que le fichier qui était là, c'était un fichier qu'il fallait regarder aussi. Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale affirme par ailleurs que les nouveaux pensionnés seront payés avec leur carte électronique, une réforme que la structure envisage. Que tout pensionné qui va venir, tu viens seulement avec ta carte. Tu peux ne pas te présenter au guichet, tu remets ta carte à quelqu'un, il peut venir au guichet et on scanne ta carte, un message va te parvenir, tu confirmes le message et on donne l'argent à celui que tu as envoyé.
comme le système Orange Money, ça se passe actuellement, c'est le même système qu'on veut développer, qu'on appelle le Walking Flow. Ce bénéficiaire pense que cette carte permettra de mettre fin aux tracasseries. Le paiement entamé, vraiment, il y a eu un grand changement. Car les gens s'arrêtaient sous le soleil avant d'être payés. Mais aujourd'hui, il y a un changement. Vous voyez même les locaux, comment ils sont entretenus. Cette opération va toucher les autres préfectures de l'intérieur du pays, y compris les anciens pensionnés, pour qu'ils soient dignement accompagnés, a-t-il laissé entendre. En exécution du communiqué du 2 février relatif à la récupération des biens immobiliers bâtis de l'État, les occupants de la cité Kamaen ont été conviés à leur tour à libérer les lieux au plus tard le 16 mai prochain, ce que ces derniers trouvent très proche, surtout sans aucune mesure d'accompagnement. Antoinette Dédé, Onivogui, Yacouba Traoré. C'est hier mardi aux environs de 16h que les habitants de la cité Kamayen ont reçu la lettre les sommant de libérer les lieux. Cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe chez ces citoyens. Ils trouvent le délai très court. Il serait difficile quand même de pouvoir déménager après avoir habité pendant plus de 30 ans et nous être acquittés de tout ce qui est paiement de location et tout. Sans compter que les 80% sont des fonctionnaires. Nous avons nos mamans qui sont vieilles, qui sont avec nous. Donc le fait de les perturber en cette période. Conscients qu'ils occupent des bâtiments de l'État, ces citoyens souhaitent une légère prolongation du délai et une mesure d'accompagnement. En plus de mesures d'accompagnement, qu'on pense à repousser le délai. Le délai, il serait important de nous l'accorder jusqu'après la saison des pluies. Nous ne sommes pas contre les décisions, mais nous pensons attirer l'attention des décideurs. À l'approche des examens nationaux et des grandes pluies, les élèves pris de panique annoncent leur cri de cœur. Le président, il n'a qu'à se mettre à notre place. Nous sommes des enfants, il a des enfants aussi. Nous sommes l'avenir de ce pays. Imaginez, on quitte ici à l'approche des examens où nous allons rentrer. Comment allons-nous faire? Et si c'était vos enfants, vos propres enfants? Vous êtes là pour toute la Guinée. Vous n'êtes pas là que pour votre famille. S'il vous plaît, faites une doléance pour ça. En attendant, ces citoyens restent partagés entre peur et inquiétude. Lors d'une session extraordinaire le 9 novembre 2021, le maire de la commune de Matoto avait présenté des micro-projets retenus par l'agence de financement des communes de Conakry à Ficon à ses conseillers. Le montant demandé pour la réalisation de ces projets est estimé à 16 milliards de francs guinéens. A-t-il été obtenu? Qu'en est-il de leur réalisation? Nos reporters Djena Bangoura et Ibrahima Souri Kamara ont tenté de comprendre. Suivez. À Matoto, la plus grande commune de Conakry, la réalisation en novembre dernier des micro-projets retenus par l'AFICON avait suscité une lueur d'espoir chez la population. Il était prévu la construction de l'espace de détente de Sangoya, le stade Cabinet Kouyaté, la construction de 4 latrines publiques et la rénovation d'un centre de santé pour un coût estimé à 16 milliards de francs guinéens. Mais ce montant a-t-il été débloqué? Non, jusqu'à maintenant. Vous savez, depuis l'arrivée de nouvelles autorités, ils ont essayé d'éviter les décaissements fantaisistes. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, aucun financement à partir de l'AFICON qu'on a reçu. L'agence de financement des communes de Conakry n'est plus fonctionnelle, nous apprend-on. Ce qui affecterait même le salaire des gardes communaux. Et ça fait 4 mois, les gardes communaux ne sont pas payés. Et c'est le plus grand souci aujourd'hui que nous avons. Et imaginez, moi j'ai 190 gardes communaux. Et les 190 gardes communaux multipliés par 440 000. Imaginez ce que ça fait par mois. Pour faire face aux problèmes des collectivités, le maire, les conseillers et les chefs de quartier sont sur l'élaboration du plan de développement local en vue de trouver des financements. Sans ce PDL, on ne peut rien développer devant le partenaire. C'est là où nous soumettons au partenaire la priorité
qui nous concerne, si c'est la construction d'une école qui nous concerne, on demande aux partenaires, on dit bon voici le PDL, mais ici à la page telle on a besoin de ça. Le coup d'État du 5 septembre dernier a freiné des projets de développement des communes initiés par le régime Condé. Mais au sein de la population, on pense que la junte au pouvoir pourrait permettre la relance de ces initiatives. Parlons santé dans cette édition. L'Organisation mondiale de la santé marque encore la Guinée dans le cadre du renforcement de son système sanitaire. Ce mercredi, le ministère de la Santé et son équipe ont reçu une importante quantité de produits contre la fièvre de Lassa qui a refait surface au sud de la Guinée. Pas seulement, 2 véhicules et de nombreux kits sanitaires ont été aussi acheminés à la pharmacie centrale de Guinée. L'idée est d'appuyer la Guinée à faire face à toutes les maladies à potentiel épidémique, essentiellement contre la récente fièvre de Lassa. Ali Badara Kamara. C'est en réponse à la fièvre de Lassa en résurgence au sud de la Guinée que l'Organisation mondiale de la santé a apporté ce soutien en produits et équipements de riposte. Un geste composé de 440 flacons de ribavirine contre le Lassa, 100 kits d'urgence basique, 35 kits d'équipement, 36 kits supplémentaires destinés aux services de réanimation des CTP et aux centres hospitalo-universitaires ainsi qu'aux services de santé des armées. Je voudrais vous assurer notre disponibilité pour vous accompagner, aussi pour mobiliser les partenaires techniques et financiers dans vos efforts pour le renforcement du système de santé et le rétablissement de sa résilience face à toutes les menaces de santé publique. À cela s'ajoute deux pick-up pour la Direction nationale de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie, des moyens logistiques pour renforcer le système de réponse et faciliter l'acheminement des intrants dans les chefs-lieux des régions. Cet appui nous vient à point nommé, ça nous permettra de capaciter davantage nos équipes qui sont sur le terrain pour leur permettre de faire une riposte appropriée pour cette épidémie. En l'espace de 12 mois, la zone de Guékédou a enregistré au moins 2 cas d'Ebola et 1 cas de Lassa. Pour ce cas récent, 88 contacts ont été identifiés et sont suivis au quotidien. Le ministre invite à la vigilance. Je lance un appel à la vigilance, à ceux en particulier qui vivent dans la zone où ce cas est identifié, mais je voudrais aussi les rassurer en leur disant que, en pareil cas, notre meilleur ennemi, notre plus grand ennemi, c'est la panique. Selon les autorités sanitaires, aucun autre cas de fièvre de Lassa n'a été notifié au sud de la Guinée et la patiente est sous le traitement au centre épidémiologique de Guékédou. Des petites et moyennes entreprises ont connu une rude preuve pendant la crise sanitaire liée au coronavirus. Certaines ont été obligées de diviser leur chiffre d'affaires par 5, voire fermer. Du paiement des charges sociales en passant par le salaire, le chiffre d'affaires, tout a été revu à la baisse face à la crise sanitaire. Des mécanismes de résilience ont été établis pour comprendre. Je vous laisse découvrir dans le giron des entreprises des leçons tirées dans ce reportage de Djibril Ba et de Tierno Sadouba. En mars 2020, l'humanité découvre l'une des plus graves épidémies, le coronavirus. Tous les secteurs de la vie sont affectés. Dans ce réceptif hôtelier, le taux d'occupation a été inférieur à 20%. On a licencié personne, on a gardé tout ce personnel-là parce qu'on savait que on passait par un moment difficile, mais on savait aussi que ce moment, on allait voir la lumière au bout du tunnel. Latif, comme cette restauratrice, priorise les charges sociales. Elles sont supportées relativement de 50 à 100%. Mais comment? Mon conseiller à la banque, ils m'ont appelé pour dire qu'il y a un fonds qui est mis en place par le président Alpha Condé à l'époque. Le chiffre d'affaires, il a été divisé, il a drastiquement été réduit. Il a été divisé par 5. Dans ce service de prestation, moins de 85% de rentabilité ont été enregistrées au début de la crise Covid. 2 ans après, ces entrepreneurs affichent un ouf de soulagement, mais sollicitent des subventions. Il n'y a pas de banque qui vient au secours des jeunes entrepreneurs, parce que là, on demande le titre foncier.
Et le titre foncier, un jeune qui vient de débuter son entreprise, comment il peut avoir un titre foncier? Et maintenant, ça va faire bientôt 2 ans qu'on est là. Mais c'est la persévérance, on s'est battu, on a cherché des contrats de gauche à droite. Dans ce contexte en phase post-Covid, nos interlocuteurs ont capitalisé une chose: compter sur soi-même, la proactivité et l'acquisition des mécanismes de résilience face aux chocs exogènes. Dans un pays, les petites monnaies jouent un rôle important et définissent le niveau de l'inflation. En Guinée, on pourrait revoir ces petites coupures dans les années à venir, car en ce moment, dans le marché circulent des grosses coupures telles que le billet de 20 000 francs guinéens que l'on ne voyait pas il y a 15 ans et qui témoignent de la perte de valeur de la monnaie guinéenne. Mamadou Saliouba, Aboubakar Keke Bangoura. Jusqu'en 2008, avec le feu général Lansana Conté, en République de Guinée, la plus grosse coupure était celle-là, le billet de 5 000. Aujourd'hui, nous avons le billet de 20 000 et nous sommes le seul pays dans la sous-région à mettre une telle grosse coupure en circulation. Mais le billet en tant que tel a-t-il un impact sur les prix? Ce n'est pas forcément parce que les billets de 20 000 sont sortis et que ça va certainement avoir des conséquences sur les niveaux généraux des prix. J'imagine que la Banque centrale fait des analyses. Selon des informations, avant de mettre en circulation un billet de 20 000, la Banque centrale retire 4 billets de 5 000 ou 2 billets de 10 000 pour contrôler la base monétaire. Mais ce principe a-t-il été suivi ces dernières années et pourquoi un pays comme la Guinée ferait-il recours à des grosses coupures? Cela est dû à l'inflation. L'inflation est la perte du pouvoir d'achat et la perte de la valeur de la monnaie. Autrefois une grande monnaie, le franc guinéen a beaucoup perdu de sa valeur et le billet de 20 000, qui serait le fruit d'une grande inflation, ne semble pas redorer le blason. Les économies telles que les nôtres en Guinée, pour lutter contre l'inflation, le phénomène inflationniste, on prend le raccourci en faisant appel à la planche à billets. La planche à billets accentue l'inflation, la perte de la valeur de la monnaie. Si nous voulons aujourd'hui que le franc guinéen gagne davantage de valeur, il nous faut investir dans la production et offrir aux partenaires commerciaux ce que nous avons pour qu'ils puissent acheter ces produits et bien sûr ce sera avec notre monnaie. Donc, et l'autre chose aussi, il faut aussi que le franc guinéen puisse offrir la crédibilité en termes de conservateur d'épargne. Toute l'urgence est là, car la grande monnaie d'hier doit se relever. À quelques jours seulement de la fête de Ramadan, les femmes teinturières de Kindia ne savent plus à quel sens se vouer, car devant les tissus locaux qu'elles confectionnent, la clientèle se fait de plus en plus rare. Pour leur permettre donc de mieux écouler leurs produits, elles demandent aux autorités de faire face à leur situation. Reportage Aboubakar Kevin Silla. Dans la préfecture de Kindia, les femmes teinturières sont plus que jamais déterminées à ravitailler le marché par des tissus locaux. Mais sur le terrain, elles se trouvent tout de même confrontées à certaines difficultés, notamment la floraison des tissus contrefaits qui inondent leur marché. Cette fois-ci, on n'a pas pu travailler. L'année passée, cette année aussi, on n'a pas pu travailler à cause de cette pagne qu'on vend au marché là-bas, qu'on appelle faréari. Au niveau des prix et peu importe la qualité du tissu demandé par le client, ces teinturières, fidèles à leur habitude, ne font aucune majoration sur les anciens prix connus de tous. Mais la présence massive des tissus contrefaits sur le marché constitue un frein pour l'écoulement de leurs produits. Nous, jusqu'à présent, on n'a pas augmenté le prix. C'est comme avant. Il y a pour 100 000 ici, il y a pour 80 000 ici, et il y a pour 150 000 aussi, en fonction des qualités. Adama Ourisso évolue dans ce domaine depuis 1992. Elle nous parle de l'importance de leur activité. C'est une activité qui aide la famille parce que c'est comme on dit ça, l'activité de la teinture, c'est une activité rentable qui aide beaucoup les femmes au niveau de la famille. Sur les différents sites où elle confectionne ses tissus, la clientèle se fait rare.
Et les commandes, quant à elles, ne se font plus ces derniers temps à cause de certaines difficultés auxquelles elles font face. D'habitude, on reçoit beaucoup de commandes ici, même à l'extérieur, mais actuellement, il n'y a pas de commandes. Les prix des bougies, des matériels sont élevés. Effectivement, bon, même si on vend, on n'aura pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, l'industrie du textile guinéen est de nos jours confrontée à une dure épreuve liée à la présence de tissus contrefaits par des Chinois, appelés faréare. En région, malgré la levée de l'interdiction sur la libre circulation du bois dans le pays, les acteurs impliqués dans le secteur du bois sont toujours confrontés à des difficultés. Dans la préfecture de Mamoun, par exemple, les menuisiers sont les plus touchés par cette situation. De nos jours, un madrier se négocie entre 400 et 500 000 francs guinéens. Thiermamadou Bargui et Abdoulaye Diallo sont allés à leur rencontre. Suivez. Les acteurs de la filière bois de Mamou, notamment les menuisiers, sont confrontés à une hausse vertigineuse du prix du bois, ce malgré la levée de l'interdiction sur la libre circulation de ce matériel. À ce jour, un madrier se négocie entre 400 et 500 000 francs guinéens, contrairement aux années antérieures. À cela s'ajoute la rareté des clients. Si je prends par exemple le 20 2010, on payait le morceau au maximum à 200 000. Actuellement, 2022, on paye à 400 000, 500 000. J'ai payé un bois avec un monsieur ici qui est au niveau du filière de bois. Je ne vais pas parler son nom. Il m'a revendu un bois à 480 000 francs. À cet endroit, il vient ici, il donne la moitié, le reste de l'argent, il ne vient plus, on ne le voit plus même. Cette activité est l'une des plus convoitées dans la commune urbaine de Mamou. On y fabrique des armoires, des lits, des coiffeuses et d'autres accessoires. De jeunes et adolescents pratiquent ce métier et en tirent profit, selon ce maître d'atelier qui forme plus d'une cinquantaine. J'ai des jeunes qui sont partis jusqu'à 9e. J'ai des jeunes qui n'ont pas voulu partir à l'école. Mais à l'heure là, vraiment grâce au bon Dieu, ceux-ci-là, ils sont presque devenus des maîtres. Cette corporation de la filière bois basée dans la préfecture n'est pas seulement consommatrice. Chaque année, elle s'implique dans la protection de l'environnement. En 2015, on a fait un reboisement dans la sous-préfecture de Ourekaba. 2018, on a fait à Soya. 2019, dans la sous-préfecture de Tolo. 2021-22 dans la sous-préfecture de Farenta. Pour faciliter leur activité, ils sont nombreux ces menuisiers de la préfecture de Mamou qui demandent au ministère du Commerce et de l'Environnement de veiller strictement au respect des prix des bois qui sont devenus exorbitants dans la localité. Retour à Conakry où les jeunes de Dixine Centre 1 ont manifesté ce mercredi. Ils sollicitent la libération de leur chef de quartier détenu depuis 24 heures. Il serait accusé de la vente de la maison des jeunes de la localité. Aucun incident n'a été signalé lors de cette manifestation. Alcéni Bari, Yacouba Traoré pour plus d'informations. Les jeunes de Dixine Centre 1 ont battu le pavé armés de pancartes. Ils sont en colère et réclament la libération de leur président du conseil de quartier. L'homme serait arrêté et accusé d'avoir vendu la maison des jeunes. Une situation que fustigent les habitants de la zone qui estiment qu'il n'est pour rien dans cette histoire. On a invité que c'est un individu qui a acheté la maison des jeunes. Étant un chef de quartier, il est parti répondre à l'appel. De là-bas directement, on le prend, on l'envoie à la maison centrale. Il n'y a pas eu d'affrontement et le maire de Dixine les a reçus avec une promesse, celle d'œuvrer pour que le responsable du quartier sorte des geôles. Ce matin, on est sorti dans la rue, on n'a pas cassé, on n'a pas brutalisé les gens, juste on a parti à la mairie, on a même rencontré le maire, il nous a donné son accord que vraiment les négociations sont en cours. Donc aujourd'hui, la population est derrière. Pendant ce temps, le président du conseil de quartier de Dixine Centre 1 s'apprête à passer les 48 heures en prison. Dans un instant, c'est l'angle de la rédaction.
Sofinco, l'opérateur technique auprès de la Sogipa, a annoncé son retrait en décembre. C'est une nouvelle qui vient attiser une crise déjà existante. Le départ de la société belge pourrait entraîner la fermeture de la société guinéenne de palmiers à huile et d'EVA et mettre en péril plus de 4000 emplois. Moïse Bitelama a séjourné à Dieké. Suivez son reportage. C'est un sale temps pour la société guinéenne de palmiers à huile et d'EVA, déjà éprouvée par une crise en cours depuis plusieurs mois. Sofinco, la société belge chargée d'assister techniquement et financièrement la Sogipa, pourrait plier bagage en décembre prochain. La mission qui a été confiée à Sofinco par le biais donc de la SOGAI, qui est la Société guinéenne de gestion de l'agro-industrie, était d'assurer l'encadrement de la Sogipa, encadrement technique, en même temps d'assurer la gestion financière et économique de la Sogipa. Donc de 1987 à date, jusqu'au jour où la Sofinco a écrit sa lettre, Sofinco était chargé de s'occuper de l'aspect technique et de l'aspect financier. Ça fait, si je me trompe, aux alentours de 34 ans. Le retrait de la société belge pourrait conduire à la fermeture de l'usine, mais pas seulement. Ça veut dire que l'assistance technique disparaît, donc on n'aura plus un directeur de technique agricole, on n'aura plus un directeur de technique industrielle, on n'aura plus un directeur de gestion. Ça veut dire que nous ne pouvons plus assurer l'aspect technique ni l'aspect financier. Et à cela s'ajoutent d'autres aspects. Sofinco est le garant entre la Sogipa et les différents partenaires qui achètent le caoutchouc. Sofinco, aujourd'hui, en agro-industrie du caoutchouc et du palmier, c'est le leader mondial. Lorsqu'il se retire, il va sans dire que même les autres qui viendront sur la pointe des pieds. Ils vont se poser la question, pourquoi le leader mondial se retire? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? Pour notre interlocuteur, la situation pourrait être sauvée avec une forte implication de l'État. Est-ce que l'État guinéen, qui est actionnaire majoritaire, actionnaire principal, est-il capable demain d'ouvrir le capital? S'il ouvre le capital, donc on rentre dans la privatisation, peut-être que Sofinco pourrait prendre des parts dans cette société et revenir créer donc une société mixte dans laquelle ils auront une part. L'actionnaire majoritaire, c'est lui qui nommera le directeur, c'est lui qui nommera les directeurs techniques, c'est lui qui assurera la pérennité de l'entreprise. Donc, c'est la troisième possibilité qui reste à la Guinée. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, même si l'État guinéen recapitalise Sogipa, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de produire et de vendre à des prix compétitifs sur le marché international? Voilà le problème. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus qu'important que la direction de Sogipa convoque une réunion technique, que ces aspects que j'ai énumérés soient abordés, discutés et que des propositions soient faites au département, du département au gouvernement, afin que des solutions soient prises le plus tôt que possible. Du côté de la Sogipa, l'indifférence est saisissante. La direction de la société serait préoccupée par une autre situation. La direction générale a jugé nécessaire de préparer des sanctions, des mises à pied à vocation de licencier tous les membres du collectif des travailleurs. Et c'est à cette occasion, la direction générale a envoyé un huissier qui a quitté Conakry pour venir non seulement signifier aux membres du collectif des mises à pied conservatoires de 10 jours et avec une projection de licenciement à partir du 29 avril 2022. À Dieké, les autorités locales ont déjà pris conscience des conséquences du licenciement des travailleurs qui revendiquent leurs droits. Elles souhaitent qu'une attente soit trouvée au plus vite pour éviter que la crise s'enlise. Je lui ai demandé est-ce qu'il est passé par... Il a un mandat de monsieur le procureur. Bon, malheureusement, il me dit qu'il est venu de Conakry, il n'a pas
essayé de rencontrer le procureur. Donc, je lui ai dit, comme déjà le problème est pendant au niveau de la justice et personne n'est au-dessus de la loi, d'essayer à travers l'instruction de monsieur le préfet de passer voir monsieur le procureur. Mais il s'est trouvé que déjà monsieur le préfet avait appelé le procureur pour lui demander si effectivement il est informé de l'arrivée de l'huissier au niveau de la société. Il lui a dit non, qu'il n'est pas informé. Moi je lui ai dit simplement d'essayer d'être en couverture, parce que s'il fait juste cela au sein de la société, sans le concours des forces de défense et de sécurité, si quelque chose arrivait dans ce cadre-là, ils vont nous demander et que quelque part, ils vont nous tenir responsables. Donc je l'ai dit, je ne peux pas lui parler de son travail, mais et les officiers de police judiciaire et les huissiers de justice sont tous auxiliaires de la justice. Donc s'il doit venir exécuter un travail sur le terrain, il faut qu'il soit mandaté par monsieur le procureur. Mais malheureusement, les documents qu'il a n'ont pas été signés par le procureur. C'est vers la fin, il m'a dit que le greffier en chef de Yomo a signé son document, mais cela, c'est après qu'il ne s'était pas référé à madame la juge. Si rien n'est fait, ce sont plus de 4000 travailleurs qui pourraient se retrouver au chômage en décembre prochain. Et puis la rubrique Publi Reportage, c'est tout de suite après cette courte pause. « 150 PME bénéficient d'un renforcement de capacité dans la réalisation des programmes et projets de développement du 27 avril au 30 mai prochain. C'est un programme qui concerne les villes de Conakry, de Bokeh et de Kindia. Et puis, geste urgence Ramadan, c'est ainsi que Ciments de Guinée appelle son opération de distribution de denrées en 20 tonnes de riz et 15 en sucre. L'action touche les 5 quartiers riverains. Suivez tout cela avec nos reporters. L'objectif de cette formation est d'outiller 150 PME, des organisations et entités concernées, des mécanismes leur permettant d'accéder et d'exécuter les travaux publics octroyés par l'État et les institutions à travers l'AGETIP. Sachant l'importance du ciment dans la réalisation des infrastructures publiques et privées de bonne qualité, la maîtrise de son utilisation rationnelle, efficace et efficiente est une nécessité pour des PME qui sont de réels pourvoyeurs d'emplois et de richesses dans le pays. Les élus locaux saluent l'initiative et promettent de répondre à l'attente des organisateurs. Nous, élus locaux, vous rassurons de l'utilisation de vos appuis pour le bien-être de nos populations. Venu représenter le ministre de la Jeunesse, le secrétaire général du département exhorte les participants à mieux coopérer avec les formateurs pour une bonne restitution. Je vous invite à développer les compétences de vos employés par la restitution. Vous profiterez pour leur montrer l'importance de la coopération entre les PME et avec mon département à travers l'AGETIP. Au cours de la présente formation, que nous voulons très participative, vous devriez vous familiariser avec la technique de la haute intensité de main-d'œuvre, vous outiller pour une gestion rationnelle, efficace et efficiente du ciment sur vos différents chantiers afin d'éviter la déperdition. Ce programme de renforcement de capacité sera suivi d'une formation dans les villes de Conakry, Bokeh et Kindia. Ciments de Guinée appelle le geste urgence Ramadan. Les 5 quartiers les plus proches de l'usine sont concernés par le don. Les denrées apportées seront distribuées aux personnes nécessiteuses, précise la responsable de communication. Il s'agit d'une initiative qui permet de distribuer des denrées alimentaires aux plus démunis de la communauté.
Aujourd'hui, nous venons avec 20 tonnes de riz et 15 tonnes de sucre. Les quartiers bénéficiaires accueillent à bras ouverts les apports de Ciment de Guinée. Au-delà, l'entreprise s'investit dans la formation, l'autonomisation des jeunes et femmes. Aujourd'hui, nous avons des forages. Ils ont construit une école de 3 classes pour l'élémentaire, où il y avait beaucoup de défis. Le quartier était vraiment en difficulté. Ils ont créé, ils ont fait deux forages pour l'enseignant. Ça, c'est vraiment un grand plaisir pour les citoyens de l'enseignant. Ils ont recruté les femmes, les jeunes de l'enseignant pour vraiment faire maintenant une saponification et aider pour faire de la teinture pour les femmes de l'enseignant. Alors, on a dit que vraiment merci. L'emploi des jeunes dans l'usine a été une demande expresse de certains dirigeants de quartier. En réponse, la responsable de communication évoque une politique en cours depuis plusieurs années. Ce que nous recevons là, c'est très bon. Tout le monde est content. Mais pour qu'on soit plus content, que Ciment de Guinée nous aide à ce que notre jeunesse soit beaucoup représentée chez eux là-bas, en emploi, que notre jeunesse soit employée, parce que c'est ce qui va nous plaire de plus. Nous sommes avec eux et nous resterons toujours avec eux. Depuis 5 ans, de plus en plus de jeunes sont intégrés dans notre usine et à compétences égales, le choix est vite fait, le choix est donné aux membres de la communauté. De futurs projets plus concrets et durables, comme le lancement de la 2e édition des bourses d'études de la formation des femmes en saponification et enfin le lancement d'une PME locale pour encourager l'entrepreneuriat. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction d'Espace TV. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.